au sein de la Fédération de l'opposition congolaise. Comme vous le constatez, il y a eu des changements. Vous suivez l'actualité nationale. Vous avez également suivi ce qui s'est passé pour Madingu. Je crois qu'il y a eu, dit-on, beaucoup de communiqués, mais nous n'allons pas trop insister là-dessus. Parce que la politique du diviser pour régner, nous ne la partageons pas. Moi, je vous dirais tout simplement que ce qui s'est passé au niveau de la fédération, c'est tout à fait normal dans la vie de la société, dans la vie d'une organisation politique. Il s'est passé un événement. Et ce n'est pas le premier. Avant de parler de la fédération, il faut parler du FROCAD. Et en ce qui concerne le FROCAD, je vais vous en parler et vous comprendrez bien le lien. En ce qui concerne le FROCAD, il vous souviendra qu'après l'élection présidentielle de 2016, nous avons eu des divergences sur l'appréciation que nous faisions des résultats et de l'acte à prendre s'il fallait reconnaître ou ne pas connaître, reconnaître ou ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle. Vous avez suivi le débat. La conséquence a été quoi? Pascal Tsati Mabiala a quitté la tête du FROCAD. C'est la même situation qui s'est produite au niveau de Madingu. Vous avez suivi le débat qui s'est prononcé, qui a eu lieu. Vous savez bien, et nous l'avons dit, la Fédération de l'opposition congolaise, à travers ces trois composantes, a rejeté Madingu en considérant que c'était une distraction. La réalité nous a donné raison. Suite à ce que notre présidente, en tant que présidente du MEST, s'y est rendue, suite à ce qu'elle avait souhaité que certains membres de la Fédération de l'opposition congolaise l'accompagnent dans la délégation du MEST, ce que nous avons refusé, quand elle est revenue, nous avons eu un débat. Ce n'est pas ce qui a parlé dans les communiqués. La présidente Claudine Munari a publié un communiqué dans lequel elle propose de nous poursuivre en droit. Je crois que si on va en droit, les choses seront très nettes. Mais nous avons eu un débat. Ça s'est passé de la manière la plus démocratique. Ce débat a commencé au sein du FROCAD. Et quand vous avez lu le communiqué, la première chose que vous avez constatée, c'est qu'au niveau du FROCAD, le FROCAD a pris la décision de prononcer la déchéance de Madame Claudine Munari à la tête du FROCAD. L'Assemblée, le collège des présidents qui a eu à prononcer cette décision a mis en place une nouvelle coordination provisoire. J'ai été placé à la tête de cette coordination qui avait la mission de faire deux choses. La première chose, c'était de veiller à la tenue du Conseil fédéral extraordinaire qui était prévu. Ce conseil a eu lieu. La deuxième chose, c'est que le FROCAD devait tenir son assemblée générale. Le FROCAD a tenu son assemblée générale. Et à l'issue de cette assemblée générale, Clément Mirassa est devenu le président du FROCAD. Et comme Claudine Munari était en fait présidente de la fédération, parce qu'elle était présidente du FROCAD, n'étant plus présidente du FROCAD, c'est Clément Mirassa qui a eu la mission de gérer la situation intérimaire au niveau de la fédération de l'opposition congolaise jusqu'à ce que la prochaine convention qui est prévue pour en janvier se tienne et que nous réglions correctement les choses. Donc de ce point de vue, on parle d'une multitude de communiqués, nous n'en connaissons pas, nous vous fixons et nous souhaitons être transparents sur ces questions parce que nous ne voulons pas qu'il y ait 1000 interprétations. Mais je peux vous dire que les choses se sont passées dans la normalité. J'ai lu dans certains organes de presse que Madame Claudine Munari n'avait pas pris part à la réunion archi-faux. La réunion du 18 décembre, au cours de laquelle cette décision a été prise au sein du FROCAD, c'est Madame Claudine Munari qui a présidé cette réunion jusqu'à ce qu'à un moment donné, le collège des présidents ait prononcé la déchéance de toute la coordination qui était là pour manque d'harmonie, etc. Et c'est en ce moment-là que nous qui étions de l'ancienne coordination, même si je suis redevenu dans la nouvelle, nous nous sommes retirés et le collège des présidents a eu à prendre cette décision. Donc je souhaite que
les mauvaises interprétations des choses. Nous avons regretté, nous avons lu un communiqué de presse publié par Madame Claudine Munari, nous l'avons regretté, disant qu'il y avait des usurpateurs et qu'ils seraient poursuivis en droit. Mais nous sommes là et nous sommes prêts à répondre en droit des actes que nous avons posés. Voilà pour ce qui est de la première question. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on aurait souhaité au sein de la Fédération de l'opposition congolaise que le président de la République aborde? Première chose, vous constatez la timidité du message du président de la République lorsqu'il parle de la situation économique. Lorsqu'il parle, par exemple, de ce que nous avons considéré au Congo comme le salut, à savoir le programme avec le Fonds monétaire international. Mais c'est, excusez-moi l'expression, le président de la République fait la langue de bois. Il n'aborde pas franchement le problème. Le problème avec le Fonds monétaire, c'est quoi? C'est très tard, en 2014, que le président de la République a reconnu, le gouvernement, le président de la République et son gouvernement ont reconnu que le Congo était en crise. Mais les acteurs politiques congolais avaient déjà dénoncé plusieurs années avant. Il vous souviendra, au niveau du collectif des partis de l'opposition congolaise, en 2012, une lettre ouverte avait été adressée au président de la République pour lui faire part de ce que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et on lançait un appel pour la tenue des États généraux de la République. La réponse était claire. Par le pouvoir, le Congo n'est pas en crise, nous avons beaucoup d'argent, la croissance est à 2 chiffres, et nous vous avons déjà dit que tout ça c'était faux. En 2014, donc, le pouvoir a caché la situation réelle du Congo au cours des années 2015 et 2016 parce que c'était des années de grands combats politiques pour le changement de constitution et puis pour la fameuse, le hold-up électoral. C'est en 2014 qu'ils reconnaissent qu'il y a crise. Et lorsqu'ils reconnaissent qu'il y a crise en 2014, ils essayent de l'expliquer par la baisse drastique des cours du prix du baril du pétrole. Ce qui est vrai, c'était un facteur qui jouait. Mais la raison fondamentale, le Fonds monétaire nous l'a donné. Le Congo a des défis importants, dont le problème de la gouvernance. Les Congolais, le Congo a même caché sa dette. Et notre dette est devenue insoutenable, largement au-dessus de la norme communautaire qui est de 70%. À partir de ce moment, quand le président de la République vient pour brosser la situation sous un angle optimiste, avec un gouvernement incapable de sortir le pays de cette crise, le gouvernement a d'abord été incapable de trouver lui-même des solutions, parce qu'avant il pensait qu'un ajustement interne était possible. Même la réduction du train de vie de l'État n'a pas été possible. Incapables de ça, ils ont fait quoi? Ils se sont accrochés à la CEMAC, qui, voyant la situation de ces pays en train de dégringoler, avait recommandé que chaque pays aille s'adresser au Fonds monétaire international. Ce que le Congo a fait. Mais il nous a fallu combien de temps? Plus de 2 ans de négociations difficiles pour que nous arrivions le 11 juillet 2019 à la signature d'un accord avec le Fonds. Ça a ouvert des perspectives. Ça a fait que le Fonds monétaire a apporté, qui devait apporter sur 3 ans 448 millions de dollars, nous a versé immédiatement 45 millions de dollars, à peu près l'équivalent de 27 milliards de francs CFA. Mais c'était conditionné par une matrice de mesures, parce qu'il faut que nous changeons radicalement notre mode de gestion. Et cette matrice de 48 mesures, qui a fait dire beaucoup de choses au Premier ministre Clément Mwamba, qui avait même évoqué la situation de mettre en place une équipe de guerre. L'équipe de guerre n'a jamais eu, puisque vous savez où on en est. Mais dès le mois de décembre, lorsque le Fonds monétaire vient pour faire l'évaluation, vous savez ce qui s'est passé. Le constat est clair. Le Congo n'a pas été capable de respecter ses engagements. Décembre 2019, jusqu'à aujourd'hui. Et quand le président parle avec un air suffisamment optimiste, il oublie de dire aux Congolais qu'il a introduit, lui, une demande d'aide d'urgence au Fonds monétaire de 300 millions de dollars en mai 2020 et que jusqu'à aujourd'hui, le Fonds monétaire n'a pas répondu à cette demande. Ça veut dire que l'image du Congo dans la communauté financière internationale est très négative. Elle n'est pas bonne. Et il faut regarder. Et ces aspects, le président
ne les aborde pas. Il présente les choses sous un angle bon enfant et on passe comme ça. Mais il ne dit pas aux Congolais pourquoi son gouvernement n'est pas capable d'exécuter les 48 mesures, puisque c'est le gouvernement qui les a acceptées. Pourquoi ils ne sont pas capables? Il ne dit pas aux Congolais qu'avant qu'on signe l'accord avec le Fonds monétaire, on a signé un accord avec la Chine. Mais après qu'on ait signé l'accord avec la Chine, on nous avait exigé quoi? On nous avait exigé de négocier avec les traders. Où sont les négociations avec les traders? Il y a eu quelques petites gesticulations à Brazzaville, à travers ce qu'on a appelé le club de Brazzaville, pour parler de 300 milliards de francs CFA. Mais ça n'a pas réglé le problème de Trafigura, de Glencore et autres. Et nous en sommes. Et près de 1 an et demi après, le programme avec le Fonds monétaire international est suspendu. C'est pour ça que nous disons, Monsieur Dimi, que nous aurions souhaité que sur ces aspects, le président dise la vérité aux Congolais. L'autre aspect que nous aurions souhaité qu'il aborde, la lutte contre la corruption. Il en parle lapidairement en une seule phrase. Mais nous avons des problèmes. En 2009, on a fait le constat. On a dit que c'était les gouvernants qui étaient interpellés. En 2016, après on a dit que tout passera par le chemin de la justice. Où est cette justice? Monsieur Dimi, à une autre occasion, je vous ai déjà rappelé, un député a déclaré en pleine assemblée qu'on avait débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km. Cette affaire est partie. Le président n'en parle pas. Et il y a d'autres affaires. Le directeur général de la suivante du territoire a publié, à une époque que vous connaissez bien, un communiqué pour dire qu'il y avait malversation au fonds de soutien de l'agriculture et qu'on avait débloqué de 2008 à 2016 114 milliards de francs CFA pour l'agriculture pour des résultats mitigés. Les enquêtes devaient être menées. Où sont les enquêtes? L'ONG internationale Global Witness a publié un rapport dans lequel on fait apparaître qu'il y a eu près de 700 milliards de prêts à des entités ignorées par la SNPC. Où sont les enquêtes? Donc, quand le président aborde la question de la lutte contre la corruption, mais il aborde ça de façon timide, en évoquant qu'il y a un organe qui venait d'être mis en place. Mais ce n'est plus une question d'organe. L'Amir Languele a fait un excellent travail et des dossiers sont au niveau de la justice. Pourquoi ces dossiers-là ils ne sont pas exploités? Pourquoi le procureur de la République ne fait pas avancer? Bon, je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet parce que je vais aborder d'autres aspects. Et M. Dimi sait. Mais nous avons le gros problème des 14 000 milliards de francs CFA. C'est le président de la République qui, devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès en 2006, a reconnu que nous dégagions des excédents budgétaires et que cet argent était déposé dans un compte de stabilisation et que pour assurer les Congolais, chaque année, ce compte allait être audité et l'audit allait être rendu public. Depuis 2006 et jusqu'à aujourd'hui. Si bien que lorsqu'on parle de transparence en général, et on va en venir dans ce qui concerne l'élection, ça fait sourire nos partenaires, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire, etc. Nous faisons la langue de bois et on essaie de divertir la population. Maintenant, il y a un volet que M. Dimi connaît aussi parfaitement, qui gêne à la fois et le président de la République et le Parti congolais du travail. Lors du 5e congrès ordinaire qui s'est tenu en décembre 2019, le Parti congolais du travail a reconduit Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. Ce qui est en fait président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail. Violation de la loi. Et on va y venir. Violation de la loi. Le président n'honore pas le serment qu'il a prêté solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution. C'est très grave. C'est gravissime. Dans certains pays où on parle de droit, ça ne passerait pas. Et lorsqu'on a essayé de faire des enquêtes, et vous savez que j'ai introduit un recours là-dessus, on s'est rendu compte de quoi? Mais la situation dure depuis plus de 10 ans. Elle dure depuis plus de 10 ans. Et elle a des conséquences extrêmement graves. Elle a des conséquences graves. Pourquoi? Parce que, le PCT viole la loi, viole la Constitution, viole la loi sur les partis. La conséquence, le PCT devait être suspendu.
devait être sanctionné, suspendu par le ministre de l'administration du territoire. Est-ce que le PCT a été suspendu? Vous savez que non. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, qui semble-t-il veut être très rigoureux dans l'application de la loi sur la conformité des partis. Mais il est membre du comité central du Parti congolais du travail. Il a fait partie des 2588 congressistes qui ont reconduit le président Sassou comme président du comité central. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, dans ces conditions, peut sanctionner le Parti congolais du travail sans s'en référer au président de la République qui est président du Parti congolais du travail? Vous voyez qu'on est dans une situation ambiguë. Et l'ambiguïté est d'autant plus grande que dans le message sur l'état de la nation, le président de la République a dit quelque chose de fantastique. Il a lancé un débat en disant que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter les chemins hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Mais je dis que c'est très grave. Pourquoi? Vous voyez quelqu'un qui est dans la violation de la Constitution et qui vient vous dire qu'il ne faut pas emprunter les chemins de l'anticonstitutionnalité. Que voulons-nous? Nous voulons d'une chose et de son contraire. On va avancer comment? Le PCT et le président de la République disent que l'élection doit se tenir dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire qu'il faut respecter la Constitution. Mais le PCT, le président de la République, ne respecte pas la Constitution. Comment on fait? Est-ce que le président de la République est dans une situation normale où il peut organiser une élection libre, démocratique et transparente en 2021? Autrement dit, est-ce que le président du Parti congolais du travail est capable d'organiser au Congo une élection libre, démocratique et transparente? C'est si bien que lorsque le président de la République parle de l'anticonstitutionnalité, mais moi je me tourne vers mes amis de l'opposition. Mais le président vous a donné un cadeau, le président vous a fait un cadeau. Et moi j'invite les amis de l'opposition pour que nous nous retrouvions, pour faire l'inventaire de toutes les violations dont ce régime est responsable. Est-ce que vous savez que depuis 2002, le président Sassou n'a pas déclaré son patrimoine? Est-ce que vous savez que ceux qui ont été nommés au poste depuis 2002 n'ont jamais déclaré leur patrimoine? Et que la loi qu'ils ont mise en place, ils croyaient que cette loi leur permet d'éviter. Non, la Constitution est claire. C'est au moment de la prise de fonction qu'on doit déclarer le patrimoine. Depuis 2002, qui a déclaré? La raison qui a souvent été évoquée, qui consistait à dire qu'il n'y avait pas de texte d'application, elle est fausse depuis 2002. Elle est fausse pourquoi? Parce qu'il y a eu une transition. Lorsque le président Sassou est revenu au pouvoir par la manière dont vous connaissez, il y a eu une transition qui était prévue de 3 ans, qui a duré finalement 5 ans. Mais c'est pendant cette période que ce texte d'application devait être pris pour que les nouvelles institutions mises en place en 2002, chaque responsable puisse déclarer son patrimoine. Jusqu'à aujourd'hui, aucun n'a déclaré. Je peux épingler comme ça, c'est pourquoi je me tourne vers mes amis de l'opposition pour qu'on ait une réflexion profonde là-dessus. Lorsque le ministre Mboulou signe un arrêté, que j'ai ici, signe un arrêté déclarant des partis qui ne sont pas conformes à la loi, et vous avez eu la preuve, puisque c'est eux-mêmes qui ont envoyé les gens à l'aéroport pour dire à notre frère Libongo qu'il ne peut pas voyager parce que son parti n'est pas conforme. Mais son parti figure dans la liste des partis qui ont été déclarés conformes dans l'arrêté du ministre Mboulou. Si je prends le Parti congolais du travail, le Parti congolais du travail n'est pas conforme à la loi. Et le Parti congolais du travail figure en tête de la liste conforme. Si je continue, je prends les partis, le RC, je prends le PUR, ils ne sont pas conformes à la loi. Prenez la loi, lisez-la. Le RC, le PUR, le MA, ils ne sont pas conformes. Pourquoi? Mais parce que leurs responsables n'ont jamais déclaré leur patrimoine. Et quand vous faites ça, sur les 45 partis, avant même de faire une enquête sur ceux qui n'ont pas les sièges, vous aurez au moins plus d'une quinzaine de partis qui seront injectés. Pour vous dire quoi? Madimou a été un scandale. Madimou a été un choix fait d'un certain nombre de personnes pour avaliser une démarche dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc c'est tous ces problèmes. Et quand je vois
Quand je vois ce qui se passe, le conseil des ministres, les gens se séparent à Madingu. Il y en a qui disent qu'il y a eu consensus, d'autres qui disent qu'il n'y a pas eu consensus, que le président de la République va trancher. Le conseil des ministres a tranché. Et le conseil des ministres en tranchant a dit quoi? Le conseil des ministres en tranchant a dit qu'il faut retenir la révision extraordinaire des listes électorales. Mais c'est même très grave. Parce que ceux qui ont été parmi nous, comme mon frère Mbaya, comme mon jeune frère Lucien Okana, ceux qui ont été à Dolisie savent qu'à Dolisie, en 2013, Evundu a dirigé une commission relative à cette affaire de révision des listes électorales. Et cette commission avait conclu que cette méthode ne permettait pas d'obtenir un corps électoral fiable et des listes électorales fiables. Et que ça ne permettait pas d'organiser des élections libres, transparentes et apaisées. Ce n'est pas Mierassa, opposition radicale, qui le dit, c'est Evundu qui le dit. Et tous ces aspects, ils ne sont pas tranchés. Madingu, le président n'en parle pas. Bon, il est président du Parti congolais du travail. Il veut organiser les élections. C'est permis par la loi. Évidemment, il faut interroger le conseil. C'est permis par la loi, mais c'est un débat. Ces questions, il devait les aborder, il ne devait pas les esquiver. Donc voilà, M. Dimi esquissait comme ça un certain nombre de problèmes. Maintenant, s'agissant de l'explication de la crise, non, il ne faut pas venir dire que c'est le coronavirus. Nous gérons mal, nous volons. Tous les jours, on vole. Et quand on refuse même de mener les démarches pour recouvrer les fonds qui ont été volés ou qui ont été détournés, après on vient se moquer, je dis bien, on vient se moquer du peuple congolais en disant, bon, le gouvernement a tout fait pour payer régulièrement les salaires. Là où il a eu des difficultés de trésorerie, c'est pour payer les retraites, c'est pour payer les bourses des étudiants. Il faut, mais payer quoi? Allez prendre l'argent. Les 200 milliards d'après certains réseaux sociaux, les 137 kilomètres qui devaient être mis en route, mais qui n'ont jamais été mis en route. Allez, faites-nous le point des 14 000 milliards, nous saurons où aller chercher l'argent. Pourquoi on veut protéger une minorité qui s'est enrichie en enfonçant le peuple dans la misère? Donc voilà sur cette question. Maintenant, est-ce que la prochaine élection présidentielle, bon, moi je veux bien, nous sommes prêts. Moi j'aime bien une phrase que Claudine Minari utilisait, que vous avez dû retenir. On ne peut rassembler que ceux qui se ressemblent. Si nous ne nous ressemblons pas, on ne peut pas se rassembler. Donc il y a un certain nombre de frères. Il vous souviendra, M. Dimi, lorsqu'en décembre 2019, le président Pascal, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Satim Abiala, lorsqu'il avait parlé du report des élections, nous on avait réagi en disant que si le gouvernement n'arrive pas à organiser l'élection dans les délais constitutionnels, il faut qu'il tire les conséquences de cette situation. On n'a pas tiré les conséquences. Mais la réaction, quand mon frère Satim Abiala a annoncé ça, j'ai été surpris de la virulence et de la violence des propos de nos amis du PCT, qui ont même traité ça pour une absurdité. Ils ont traité la proposition de Pascal Satim Abiala pour une absurdité. Je crois que le premier secrétaire de l'UPADES est reparti à Dolisie, à Madingu, avec d'autres, avec la même intention, obtenir le report. Mais ils ont eu la réponse qu'il y a eu. Je viens de suivre mon jeune frère Guy Brice Parfait Kolela. Je crois que vous avez suivi son discours. Encore que publiquement, je le félicite pour l'analyse qu'il a faite. C'est une bonne approche et les Congolais devraient enrichir cette analyse sur les raisons fondamentales du mal du Congo. Et on est d'accord avec lui pour dire le mal du Congo, c'est à tel endroit. Mais là où le bas blesse, c'est que quand on lit le message de Guy Brice Parfait Kolela, il apparaît clairement qu'aller à l'élection, c'est une perte de temps. Les dés sont pipés, comme a dit mon frère Colin Makaya. Les dés sont pipés. Il énonce le fait que la Commission nationale électorale, on a reconduit les mêmes personnes. Mais il y a d'autres aspects qu'il ne veut pas soulever. Posons-nous la question.
un président du Parti congolais du travail peut organiser une élection libre, démocratique et transparente. Le ministre Moulou de l'Intérieur, qui déclare conforme des partis qui ne le sont pas, il peut demain prendre le micro, puisqu'on lui a donné encore à Madimou ce rôle de proclamer les résultats, c'est tellement qu'il les fera à 2h ou 3h du matin. Mais les amis ont été à Madimou. Vous savez bien que nous avons 2 frères qui sont en prison. Vous savez bien que l'élection de 2016 a été contestée. Vous savez bien qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2016. Parmi ces choses, ce que nous pouvons relever, c'est quoi? Il y a eu la coupure de l'Internet. Vous ne le savez pas? Il y a eu la coupure de l'Internet dans tout le pays. Il y a eu les résultats proclamés à 2h du matin, le refus de remettre les résultats aux candidats pour qu'ils se préparent à présenter les recours. Le 4 avril 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui a commencé à Bakongo Makelekele, qui a débouché dans le pool. Ça pose quoi? Le problème de la sécurité, le problème du ramassage des armes. Est-ce que vous pouvez aller à une amélioration ou à une élection apaisée si vous ne prenez pas déjà suffisamment à bras le corps les mots qui ont touché la dernière élection qui a été contestée et qui a posé énormément de problèmes? Vous trouvez normal qu'en 2017, il y a eu la concertation politique de l'USO. Le Premier ministre Clément Mwamba a pris l'engagement de faire respecter toutes les recommandations qui avaient été prises. Posons-nous la question, M. Dini, où en est le recensement de la population? Il devait se faire en 2018. Pendant le confinement, au mois de mars-avril, le Premier ministre a sorti une note pour dire c'est une opération prioritaire, il faut qu'elle se déroule, les gens passeront chez vous. Après, un décret a été pris pour dire que le dénombrement commencera le 21 novembre et va s'achever le 20 décembre. L'opération du recensement est où? Elle n'est plus prioritaire. Mais le recensement, nous devions le faire en 2017, selon les normes et les recommandations internationales, puisque le recensement d'avant s'est fait